Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Au lendemain de l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn, le PS tente de garder le cap lors d'un bureau national de crise. Les ténors socialistes se sont montrés unis, mais les regards sont déjà tournés vers l'avenir et l'après-DSK. À droite, on joue toujours la prudence, mais certains font entendre leurs différences en pointant la gravité des faits reprochés à Dominique Strauss-Kahn et en dénonçant une solidarité de caste, invité politique à suivre. Ce sont des images banales aux États-Unis. Dominique Strauss-Kahn, les mains entravées dans le dos, mal rasées, visiblement éprouvées. Ces mêmes photos ont choqué en France, tandis que le déversement d'images va se poursuivre, notamment vendredi avec la prochaine audition. La légalité de la diffusion de ces photos est posée. Analyse à suivre dans ce journal. Et puis c'était un secret de Polichinelle, désormais c'est officiel, la mère de la future maman et le père de l'heureux papa l'ont confirmé, le couple Sarkozy attend un enfant. Réaction de l'ancienne première dame Bernadette Chirac qui se dit réjouie de cette bonne nouvelle, elle y voit un symbole d'avenir pour le pays. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Tandis que Dominique Strauss-Kahn a passé sa première nuit en prison, ses avocats peaufinent leur stratégie de défense. Aucune information officielle pour l'heure, mais selon certains journaux outre-Atlantique, ses avocats auraient choisi d'expliquer que cette relation était consensuelle entre le patron du FMI et la femme de chambre du Sofitel. Mais tous ces éléments sont à prendre avec beaucoup de précautions. Le rappel des faits avec Élise Ecardi. C'est dans cette prison, Rikers Island à New York, que Dominique Strauss-Kahn s'apprête à passer sa deuxième nuit. La prison, réputée très dure, est située sur une île au nord-est de Manhattan. C'est ici qu'il restera incarcéré dans une cellule individuelle. Hier, la magistrate a refusé sa remise en liberté sous caution, de crainte qu'il ne quitte les États-Unis. La suite, ce sera jeudi ou vendredi la confrontation avec un grand jury de 16 à 23 jurés populaires et qui doivent décider de l'inculper formellement ou non. Dominique Strauss-Kahn plaide toujours non coupable. Il encourt 74 ans d'emprisonnement. Le résultat de l'addition des chefs d'accusation, comme c'est le cas dans le système judiciaire américain, 7 chefs d'accusation, dont 2 d'actes criminels sexuels au premier degré. Des faits que nie toujours Dominique Strauss-Kahn. Mais aujourd'hui, un quotidien américain parle d'une toute autre version. Le New York Post, citant une source proche de la défense, affirme qu'il s'agirait de rapports sexuels consentis. Traduction dans le texte, je l'ai séduite et elle m'a dit oui oui. Une information non confirmée et qui est donc à prendre avec beaucoup de précautions et qui ne correspond pas aux affirmations de la victime présumée. Groggy par cette affaire, le PS tente de garder le cap lors d'un bureau national de crise. Aujourd'hui, les ténors socialistes se sont montrés unis, pas de voix dissonantes, mais passé les moments de stupeur, certains regards sont déjà tournés vers l'avenir et peut-être l'après-DSK. Michael Samès. Le bureau national n'a pas duré plus de 45 minutes. À la sortie, Martine Aubry lance un appel résumé en 3 mots, unité, responsabilité et combativité. Encore sous le choc, la première secrétaire ne veut pas oublier l'essentiel pour le parti, les prochaines échéances. Il y a l'émotion, bien sûr, il y a le bouleversement que chacun ressent, mais il y a notre responsabilité, être à la hauteur. Et je le dis très simplement aux Français, nous serons au rendez-vous de 2012. Le Parti socialiste sera là. Pressée par ses proches, Martine Aubry ne veut pas bousculer son calendrier pour autant. L'idée de sa candidature, pourtant, semble à présent faire son chemin et s'imposer chez certains dirigeants. Martine, aujourd'hui, nous a rassemblés, a dit les mots qu'il fallait, nous l'avons accompagnée, plusieurs se sont exprimés pour accompagner cet état d'esprit, et effectivement, elle représente aujourd'hui notre rassemblement, et même, d'une certaine manière, un potentiel de rassemblement de la gauche. Elle est le point de stabilité aujourd'hui, et clairement le référent dans un moment où on est tous confrontés à une situation exceptionnelle. En attendant les choix de Martine Aubry, les candidats déjà déclarés font bloc et jouent l'unité avec un message fort tout de même. L'affaire Strauss-Kahn ne doit pas entacher le Parti socialiste et leur avenir. Nous sommes très nombreux à ne pas accepter que cette affaire soit utilisée contre nous tous. Le projet socialiste sera voté vendredi par les militants. L'occasion pour Martine Aubry et les autres de tester le message du jour, l'unité.
Et est-ce que le consensus et les consignes de prudence autour de cette affaire sont caduques? Eh bien, on peut se poser la question aujourd'hui à droite. Certains députés, notamment de la droite populaire, dénoncent une solidarité de caste chez les socialistes. Les associations féministes montent au créneau pour défendre la victime présumée. Un autre commentaire a retenu l'attention aujourd'hui, c'est celui du Premier ministre François Fillon devant les députés de sa majorité réunis à huis clos pour leur réunion hebdomadaire. Il a déclaré que, je cite, « Si les faits reprochés à Dominique Strauss-Kahn étaient avérés, nous serions en présence d'un acte très grave qui n'appelle aucune excuse ». Nous allons parler de tout cela, puis plus généralement des conséquences de l'actualité politique avec nos invités ce soir. Jérôme Chartier, bonsoir, bienvenue à vous, député UMP du Val d'Oise. Avec nous également François Patria, bonsoir, sénateur socialiste de la Côte d'Or et puis soutien de Dominique Strauss-Kahn. Vous êtes venu de nombreuses fois sur ce plateau pour exprimer ce soutien. Alors, la phrase de François Fillon, est-ce qu'elle tombe sous le sens finalement? Si les faits sont avérés, aucune excuse, ce sont des faits très graves. Moi, je demande un peu de décence, y compris à mes amis politiques. Les images que nous avons vues nous hantent tous. Nous hantent tous, nous interrogent tous. Et avant de se projeter dans l'avenir ou de porter des jugements, personne ne sait rien ici sur cette affaire. Donc je demande un peu de retenue, un peu de décence, un peu de temps, un peu de dignité. Et puis essayer d'écouter ce qui se dit, écouter ce que disent les avocats de Dominique Strauss-Kahn, écouter ce que dit la justice américaine, et à partir de là, se projeter dans l'avenir, mais pas se précipiter. Je ne vois aucune urgence à précipiter aujourd'hui la procédure de désignation, y compris des primaires. Certains se précipitent, je pense à gauche, la réaction de Claude Barthelone qui pousse Martine Aubry à se déclarer, c'est de l'indécence ou de la précipitation? Je trouve que c'est de la précipitation, que ça n'est pas nécessaire. Et le calendrier des primaires est ouvert au 28 juin, respectons-le, prenons un peu de décence et un peu de recul, ça aidera, je crois, à la crédibilité de toutes les démarches. Mais François Patria, quand même, on a l'impression que le Parti socialiste est sur un ring de boxe. Il a reçu le premier coup avec l'inculpation, il a reçu le deuxième coup avec l'incarcération. Est-ce que vous craignez qu'il y ait un troisième coup vendredi lors de cette audition tant attendue? On peut préjuger, au vu des premiers épisodes, que le second sera dans la foulée, compte tenu de la justice américaine et de son mode de fonctionnement aujourd'hui. Moi, je crois que la plus terrible des images, c'est celle de l'apparition de Dominique Strauss-Kahn entre les policiers. Même celle, ensuite, lorsqu'il est confronté, n'est pas la même. Et cette image, elle va nous suivre tous, et elle va suivre Dominique toute sa vie, et puis elle va suivre tous les Français. Jérôme Chartier, oui, au-delà des clivages politiques, ces images, comment vous les avez reçues devant votre écran de télévision? Écoutez, plus généralement, moi je souhaite la manifestation de la vérité dans cette affaire. Pour l'instant, on est au point zéro de la procédure, elle vient de démarrer. On est sur un système très différent aux États-Unis face au système français. Personne n'est choqué aux États-Unis par ces images, qui sont des images fréquemment vues. Et vous, personnellement, en revanche, comment en vous avez France, on n'a pas l'habitude de voir des images comme celle-ci, parce qu'on a un dispositif législatif qui empêche notamment le fait de pouvoir filmer quelqu'un, les menottes au poignet, alors qu'il n'est pas encore condamné, et ce qui est le cas en l'occurrence de Dominique Strauss-Kahn. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que la procédure aille à son terme, qu'il y ait la manifestation de la vérité et qu'on voit qui est le coupable et qui est la victime. Donc vous vous désolidarisez de fait de certaines voix à droite, même vraiment très à droite. Je pense à Lionel Lucas, à Bernard Debré, à Olivier Dassault qui a dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Écoutez, moi je crois qu'il faut avoir de la mesure. On a tellement pesté contre l'opposition qui oubliait la présomption d'innocence, que ce soit lorsqu'on parlait d'Éric Woerth ou d'autres encore, pour finalement ne pas adopter une attitude que moi j'estime devoir être irréprochable. C'est un message en creux, si je peux me permettre. Mais c'est le moindre des respects. C'est le moindre des respects que l'on doit à n'importe quelle personne qui est inculpée ou mise en examen. Et je pense que on a été tellement acharné avec Éric Woerth par le passé que à nous de montrer que nous savons faire toute la part des choses entre quelqu'un qui est mis en examen et quelqu'un qui est condamné. C'est la consigne de prudence qui est passée aujourd'hui lors de ce bureau? C'est pas la consigne de prudence. C'est la ligne, en tous les cas, suivie. C'est le moindre des respects que l'on doit à toute personne qui est accusée d'un fait pour lequel elle va se défendre. Et à l'issue, un tribunal jugera si oui ou non elle est coupable. Voilà ce que l'on doit. Et au fond, on connaît tellement de procédures en France qui ont conduit finalement une personne mise en examen à être condamnée avant même qu'elle soit jugée. Alors moi, je suis très attaché à quelques principes, comme la présomption d'innocence. Et en l'occurrence, Dominique Strauss-Kahn
bénéficient de la présomption d'innocence. François Patria, sur ce discours, j'allais dire, c'est évidemment très consensuel. J'aime la mesure de ce député Chartier, mais par ailleurs, on voit bien quand même qu'il y a un traitement au-delà du classique aux États-Unis. Vous avez vu cette mise en scène à la sortie de Dominique Strauss-Kahn du commissariat, une mise en scène orchestrée où les policiers eux-mêmes sont allés prévenir la presse qu'ils allaient passer les images. J'ai vu, moi je ne me souviens pas d'avoir vu Michael Jackson menotter alors qu'il était accusé d'autres... On va en parler. François Patria, quand même, l'avenir politique du responsable Dominique Strauss-Kahn semble quand même compromis. C'est quoi le PS en DSK? C'est un canard sans tête? Je crois que ce que m'ont dit beaucoup de militants et d'amis élus ce soir, c'est que beaucoup se sentent orphelins. Et beaucoup de gens qui ne sont pas au Parti socialiste. Et le Parti socialiste, bien sûr, devra poursuivre la campagne qu'il a déjà commencée, mais qu'il prenne seulement un peu, je le dis, le temps du recul, le temps de la réflexion, d'écouter ce que dira Dominique Strauss-Kahn lui-même, d'écouter ce que dira la justice, dont le processus sera sans doute lent, et ensuite de reprendre ce processus des primaires, contre lequel, vous savez, j'avais quelques réserves à l'époque, mais aujourd'hui... Sur la date, vous ne demandez pas d'ailleurs qu'elle soit... Pas du tout, en aucun cas. Changée et modifiée. Mais je trouve un peu hâtif de dire aussitôt, dès lundi, le processus n'est pas modifié. Prenons un peu de temps, laissons la justice faire, effectivement, laissons chacune des parties s'exprimer et à partir de là, reprendre le chemin de la vie politique classique. Jérôme Chartier, depuis quelques jours, j'allais dire que le débat politique classique tel qu'on l'entend sur des sujets de fond est suspendu, c'est-à-dire les sujets qui concernent les Français. Évidemment, c'est l'actualité qui prime avec toute cette procédure judiciaire, mais quand même, quand la politique va reprendre ses droits, est-ce que... le paysage politique va être modifié. Est-ce que vous vous êtes préparé à cette candidature de Dominique Strauss-Kahn, y compris dans la majorité? Est-ce qu'il y a un positionnement nouveau qui va arriver? Je n'ai pas le sentiment que les sujets de fond sont suspendus. Tout à l'heure, aux questions au gouvernement, à l'Assemblée, François Fillon, qui est interrogé par Christian Jacob, a mis en relief le chiffre de la croissance pour le premier trimestre, 1%, c'est considérable. Ce qu'on appelle l'acquis de croissance, c'est-à-dire finalement cette croissance qui est créée au premier trimestre, qui va être développée pendant toute l'année, c'est 1,6%. C'est-à-dire que l'objectif de 2% est quasiment atteint seulement avec les prises de commandes et la croissance générée au premier trimestre. Voilà un chiffre qui est très important. Depuis 2006, on n'a pas eu un aussi bon résultat en France. Donc ça veut dire que les dossiers de fond, on continue à les traiter. Ça veut dire que le gouvernement travaille. François Fillon, aujourd'hui, 17 mai, cela fait 4 ans, jour pour jour, qu'il est Premier ministre. C'est un anniversaire important. Qui dit à quoi, d'ailleurs, en un mot? C'est quoi? C'est peut-être sa mesure, sa prudence, même si c'est exprimé aujourd'hui? Oui, moi je crois que c'est d'abord l'extraordinaire équilibre que Nicolas Sarkozy et Françoise Fillon ont su trouver dans leur relation. Ce sont deux personnes qui se connaissent bien, qui ont appris, su travailler ensemble. C'est difficile comme apprentissage. Au départ, ça n'est jamais facile, mais lorsque vous prenez une responsabilité, et lorsque vous prenez une nouvelle responsabilité, vous n'êtes pas préparé. On n'est jamais préparé à devenir président de la République. On assume cette responsabilité extraordinairement lourde, et on l'assume, dans le cas de Nicolas Sarkozy, plutôt très bien. Et François Fillon, qui devient le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, eh bien, il y a un travail de calage entre l'un et l'autre à trouver. Et après plusieurs mois, ils ont réussi à trouver ce calage qui fait qu'aujourd'hui, non seulement c'est un binôme qui dure, mais c'est un binôme qui dure. Alors, on écoute le bilan présenté déjà par M. Chartier avec ses chiffres de la croissance, avec d'autres arguments aussi, qui pourraient représenter un message de contradiction, en vrai, représenter le programme crédible du PS. Il y a plusieurs candidats crédibles au Parti socialiste aujourd'hui. Je vais devoir vous poser la question, François Patria. Je me garderais bien de choisir ce soir. Pourtant, il faut gagner en 2012 pour vous. Je me garderais bien de choisir ce soir, alors que nous sortons d'un épisode douloureux, alors que c'est pour nous une période, malgré tout, de deuil, et qu'il faut prendre un peu de recul. La précipitation en la matière... De deuil, vous en parlez déjà? Moi je dis un peu, c'est une forme de deuil, bien entendu. Les gens vous parlent de chagrin, les gens nous disent tous qu'ils ont les larmes aux yeux. C'est vrai, c'est une formidable espérance pour la gauche qui vient de s'évanouir. C'est vrai, disons-le. Donc je parle en termes politiques, entre guillemets, bien entendu. Mais il faut laisser cette période vivre avant de pouvoir reprendre le combat politique. Et là, nous avons beaucoup d'arguments. J'entends bien ce que dit Jérôme Chartier. Cette hymne d'autosatisfaction d'un gouvernement qui aurait tout réussi. C'est pas ce que les Français pensent aujourd'hui. Je pense qu'une fois cet épisode passé, ils auront toujours les mêmes griefs qu'ils ont aujourd'hui contre le chef de l'État et contre le Premier ministre,
Oui. qui a duré 4 ans. J'en connais un autre, moi, dont j'étais au gouvernement, et qui a duré 5 ans et qui n'a pas été récompensé avait pour autant. cette fibre social-démocrate. Il pouvait à la fois parler des sujets évidemment internationaux, mais l'appliquer au national. On lui reconnaissait aussi une position, disons, de centre, au centre, en tous les cas, au centre-gauche, qui pourrait, en tous les cas, reprendre le flambeau ou occuper cette position sans qu'il soit votre favori. Dominique Strauss-Kahn, sa compétence, son universalité, la façon qu'il avait de parler de tous les dossiers du monde, il connaissait très bien. C'est pour ça que nous le soutenions, parce qu'il était à la fois compétent, inventif, innovant en matière sociale et économique. Moi, je ne vais pas choisir ce soir et je me garderai bien de porter un jugement sur l'avenir. J'attends que les candidats se prononcent, qu'ils portent leur candidature et qu'ensuite ils émettent des idées avant de choisir ce soir. Alors, on va écouter la réaction ensemble de la candidate aux primaires d'Europe Écologie, c'est Eva Joly. Son point de vue est intéressant et important parce que, je le rappelle, elle était juge avant d'embrasser une carrière politique. Elle était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach dans Bibliothèque Médicis et elle a réagi justement, vous en parliez, Jérôme Chartier, sur le système judiciaire américain. On l'écoute. On peut considérer qu'aux États-Unis, la justice est assez égale pour tous, qu'il n'y a pas d'égard pour votre rang. En France, nous avons la chance d'avoir un système judiciaire qui enquête à charge et à décharge, que vous soyez riche ou pauvre, alors qu'aux États-Unis, le procureur élu a peut-être envie, lui, de démontrer à ses électeurs qu'il est un procureur très performant, et seules les personnes fortunées peuvent se payer des avocats pour faire l'équilibre. Donc je pense que notre système judiciaire pénal est supérieur, sauf en ce qui concerne le parquet qui, en France, est aux ordres. Jérôme Chartier, notre système judiciaire est supérieur. Vous êtes d'accord, il ne faut pas s'approcher du système américain, par exemple sur les jurys populaires? Je ne suis surtout pas d'accord sur le fait que le parquet soit aux ordres. Ça, j'étais sûr que vous allez réagir là-dessus. Sur ma question. Une caricature surtout. Mais pour revenir à votre question, je crois que l'idée des jurys populaires lancée par Nicolas Sarkozy est une très bonne idée. Plus vous pouvez rapprocher les citoyens de leur justice et plus finalement vous crédibilisez cette justice. Moi je suis favorable à cela, j'espère que ça va être développé rapidement. J'espère surtout que cela va permettre à tous les Français de réaliser aujourd'hui quelles sont les procédures, de prendre aussi conscience de ce qui se passe dans un tribunal et puis, il faut le dire, de la difficulté du travail de magistrat. François Patria, en un mot pour terminer, vendredi, prochaine audition pour Dominique Strauss-Kahn. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment vous l'attendez vous-même? Moi, je n'attends pas grand-chose de vendredi, parce que quand on connaît le mécanisme, on sait bien que ce sera un déroulé à huis clos, où Dominique Strauss-Kahn pourra s'exprimer, pas ses avocats, et où le procureur présentera les faits tels qu'il les conçoit, les preuves telles qu'il apporte. Donc je vois justement sur les jurys populaires, moi je suis très réservé parce que l'émotionnel l'emporte sur le droit, l'émotionnel l'emporte sur le recul, et c'est pas une très bonne solution. On l'a vu par le passé souvent. Je pense que moi je fais confiance aux juristes, aux juges pour être impartiaux. Le jury populaire, c'est une fausse bonne recette. Merci, messieurs. Restez avec nous parce que cette information vous concerne, mais elle est importante aussi. C'est un secret, c'était un secret de Polichinelle, désormais c'est officiel. La mère de la future maman et le père de l'heureux papa ont donc confirmé le couple Sarkozy attend un enfant. Réaction de l'ancienne première dame, Bernadette Chirac, qui se dit réjouie de cette bonne nouvelle. Elle y voit un symbole d'avenir pour le pays. Et Jérôme Chartier, une bonne nouvelle, oui, un symbole d'avenir pour le pays aussi? J'ai jamais l'habitude de commenter les affaires privées. Je ne vais pas commencer à le faire aujourd'hui. Même les bonnes nouvelles. Écoutez, si cette nouvelle se confirme, puisque moi je ne le sais pas, je ne le sais pas formellement, vous savez. Puis j'attends très simplement qu'on me le dise. Et puis si c'est le cas, vous le dira, ce sera une bonne nouvelle. Écoutez, je serais vraiment très content pour Nicolas Sarkozy, oui, très content. Et puis pour Kella Bruni aussi, bien sûr. La suite du 22h. Merci à vous, messieurs. Tout de suite, le tour de l'info, il est préparé ce soir par Patrick Jean-Pierre. Ouf de soulagement pour Airbus, les boîtes noires ont commencé à parler. Elles mettraient l'A330 hors de cause dans le crash de l'avion qui devait relier Rio à Paris le 1er juin 2009, causant la mort de 228 passagers. Les enquêteurs s'orientent du coup vers une erreur de l'équipage d'Air France. La compagnie ainsi que les associations de victimes se méfient tout de même de ces informations jugées trop précoces. On peut juste s'interroger sur le fait qu'une telle annonce paraisse aujourd'hui alors que le Salon du Bourget a lieu dans un mois. Le scénario exact du crash pourrait être connu d'ici la fin de la semaine. Le rapport définitif d'enquête ne devrait cependant pas être connu avant plusieurs mois.
Le Sénat examine depuis ce mardi un projet de loi qui introduit des jurés populaires en correctionnel, mais le texte prévoit également une autre mesure, passée plus inaperçue, une réforme de la justice des mineurs. Il est question d'un tribunal correctionnel constitué d'un juge des enfants, chargé de juger les récidivistes âgés de 16 à 18 ans. Cette réforme est loin de faire l'unanimité. Le groupe socialiste au Sénat a d'ores et déjà annoncé qu'il votera contre le texte. Les organisations syndicales et professionnelles sont également contre. Plus d'apprentis à l'horizon 2015, c'est là une réponse au chômage des jeunes de moins de 25 ans donnée par le gouvernement. Une convention a été signée en ce sens en début de soirée au Sénat entre l'État et les artisans. D'ici 2015, 50 000 apprentis devront être embauchés par les entreprises. Donc chaque année, il y a 10 000 contrats supplémentaires qui sont, ça veut dire des maîtres d'apprentissage en plus, ça veut dire les entreprises qui s'engagent et en même temps un gouvernement qui facilite, j'allais dire, le travail qui va être fait notamment par les chambres de métiers dans chaque département. Le dispositif prévoit une compensation totale des charges patronales dues par les employeurs en cas d'embauche d'un jeune apprenti supplémentaire entre le 1er mars et le 31 décembre. Alors que Dominique Strauss-Kahn entame sa deuxième nuit en prison aux États-Unis, l'administration pénitentiaire française publie un chiffre historique. Plus de 64 500 personnes seraient détenues dans les prisons françaises au 1er mai de cette année, soit une hausse de près de 5% par rapport à l'an dernier. Le ministre de la Justice, Michel Mercier, a donc précisé les modalités d'un plan de construction de nouvelles prisons pour atteindre le chiffre de 70 000 places en 2018. L'affaire Dominique Strauss-Kahn et son traitement surtout ne soulève aucune question déontologique aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en France où les déboires du patron du FMI et surtout les images de son arrestation posent la question de leur diffusion ou pas. Pour certains, il est livré en pâture aux médias. Pour d'autres, il est traité simplement comme tout prévenu. On va en parler avec le journaliste et cofondateur de Rue 89, Pierre Aski. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous avez peut-être entendu nos invités précédents. Le socialiste François Patria qui parlait d'une mise en scène. Jérôme Chartier qui n'a pas voulu s'exprimer sur sa réaction face à ces images. Et quelle a été la vôtre ? Alors, personnellement, j'ai trouvé ces images inutiles parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude de voir des accusés humiliés de cette sorte, mais je sais aussi que c'est le système américain, c'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn n'a pas été soumis à un traitement particulier. Je pense que peut-être que dans la décision de la juge, il y a eu une dimension particulière. Elle a fait notamment référence à l'affaire Polanski, etc., où là, on sent bien qu'il y a un contexte. Mais sur le fait que les caméras aient pu tourner, qu'on ait prévenu la presse, etc., tout ça fait partie de la mise en scène américaine parce que tout est spectacle et tout est commercialisable, voilà, je dirais. Pour le côté américain, on peut comprendre qu'ils le fassent et d'ailleurs eux le revendiquent. Côté français, certaines questions se posent. Est-ce qu'il fallait diffuser ces images? Bien sûr qu'elles sont sur Internet, qu'elles sont diffusées. On est dans un monde ouvert, ça serait absurde aujourd'hui de prétendre fermer les écrans. Au nom de la toute-puissante transparence? Non, c'est pas ça, c'est que vous avez tous, tout le monde a chez soi accès à des chaînes étrangères. On a sur Internet la possibilité de voir les images en direct de n'importe quel pays du monde. Ça serait absurde aujourd'hui de prétendre ça. Et je pense que ça pèterait le flanc en plus à une réaction qui nous est souvent reprochée notamment par nos confrères anglo-saxons, qui est de dire la presse française protège non seulement la vie privée de ses dirigeants, mais elle protège ses dirigeants tout court. Justement, Pierre Aski, on parle, vous avez vu ce débat qui est né, oui. Selon certains, on a protégé en tous les cas l'intimité, la vie privée ou certains éléments de la vie privée de Dominique Strauss-Kahn. On dit que certains journalistes, beaucoup de journalistes savaient certaines particularités, certains éléments sur sa vie. Est-ce que ça a été le cas? Mais je pense que les journalistes n'ont pas bien fait leur travail sur cette affaire. En amont, c'est-à-dire... oui, tous les journalistes. C'est un nous collectif. C'est-à-dire que au nom du respect de la vie privée, qui était la règle d'or du journalisme français, et un peu notre arrogance vis-à-vis des anglo-saxons qui vont fouiller dans les chambres à coucher. On a fermé les yeux sur des choses qui, je pense,
avait une influence sur la vie publique d'hommes politiques. Et vous savez, nous, dimanche, on a reçu plein de messages d'internautes qui nous disaient « Pourquoi vous n'avez jamais parlé avant de cette affaire Tristan Banon ?» Alors, qui est cette jeune fille qui était à l'émission de Thierry Ardisson, qui a affirmé à cette émission qu'elle avait subi une tentative de viol de Dominique Strauss-Kahn, et à l'antenne, on a fait bip sur son nom. C'est au journaliste de mener l'enquête. Cette fille n'a pas porté plainte. Est-ce que c'est au journaliste de faire ce métier-là? On passe à la télévision une accusation contre un homme politique majeur de ce pays. On cache juste son nom pour qu'il n'y ait pas de poursuite. Et ça s'arrête là. C'est pas cohérent. Soit elle affabule et il fallait le dire, soit il fallait aller au bout de l'enquête. Est-ce que notre métier a changé? Est-ce que ça ne s'arrête plus, comme on le disait avant, à la chambre à coucher? Est-ce que ça doit aller au-delà? Moi, je pense que ça doit aller au-delà, c'est-à-dire que il y a une partie de la vie privée qui a un impact sur la vie publique. Et il va falloir définir où se trouve cette nouvelle frontière. Mais je pense qu'on a trop fermé les yeux sur des traits de caractère ou des traits de comportement de certains hommes politiques, je ne parle pas uniquement de Dominique Strauss-Kahn, et qui se sont révélés par la suite. Vous pensez que la presse pourrait être grandi de cette histoire s'il avait révélé tout ça, s'il y avait des informations? Qu'est-ce que ça aurait changé? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a une légitime colère d'une partie du public que nous n'ayons pas fait notre boulot en amont. Lorsque un journaliste comme Jean Quatremer, le correspondant de Libération à Bruxelles, avait écrit en 2007 sur son blog, quand Dominique Strauss-Kahn a été nommé à Washington, qu'il avait un problème dans son rapport avec les femmes qui était à la limite du harcèlement. Il l'a écrit. Il s'est fait insulter par tous ses confrères en disant « tu as violé un tabou, on ne parle pas de ces choses-là ». Et le collaborateur de Strauss-Kahn, Ramzi Kriroun, a essayé de faire pression sur lui pour qu'il le retire. Je pense qu'il y a eu des occasions non pas de traîner Dominique Strauss-Kahn dans la boue ou d'aller fouiller dans sa chambre à coucher, mais en tout cas d'examiner les traits de caractère, que ce soit pour Dominique Strauss-Kahn ou pour Nicolas Sarkozy. En faisant attention aux conclusions qu'on peut en tirer. Et bien sûr, mais on ne peut pas dire on ne regarde pas et puis tout d'un coup aujourd'hui faire le déballage complet. Je vais faire réagir aussi à la réaction d'un journaliste expérimenté, c'est Jean Daniel, dans son édito, qui dit ceci: le sort infligé à Dominique Strauss-Kahn par la justice américaine me fait penser que le peuple américain et nous n'appartenons pas à la même civilisation. Oh, c'est totalement excessif. Je pense que Jean Daniel a sans doute beaucoup d'affection pour Dominique Strauss-Kahn et qu'il est blessé par tout ce qui lui arrive. Mais je pense que c'est absurde. Je pense qu'en plus, c'est un peu méprisant pour cette femme, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a quand même aussi il y a deux personnes en cause et on n'a pas le fond de l'histoire. Donc je trouve que là, on oublie complètement la version de cette femme. Merci Pierre Aski. On attend évidemment la réalité des faits. Merci pour toutes ces précisions. Je vous précise notre question avec notre partenaire Le Figaro.fr. Elle concerne encore ce soir cette affaire autour de Dominique Strauss-Kahn. La voici. Arrestation de DSK, les images vous ont-elles choqué? Non, pour 59% d'entre vous, oui, pour 39% des votants, avec plus de 2500 votants, avec notre partenaire Le Figaro.fr. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Au lendemain de l'incarcération de Dominique Strauss-Kahn, le Parti socialiste tente de garder le cap lors d'un bureau national de crise. Aujourd'hui, les ténors socialistes se sont montrés unis, mais certains regards sont déjà tournés vers l'avenir et l'après Dominique Strauss-Kahn. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, restez avec nous. Votre émission Déshabillons-les autour de deux candidats aussi aux primaires Europe Écologie et deux candidats à la présidentielle, Eva Joly et Nicolas Hulot. Belle soirée à vous et à demain. Quel rôle a joué l'UNEF dans les événements politiques des 50 dernières années? Quelle relation a-t-il entretenu avec les partis politiques, notamment à gauche? Comment s'expliquent les scissions? J'étais quand même un peu le vilain petit canard, puisque je n'étais ni membre du PSU, ni un UEC minoritaire, c'est-à-dire un ex-communiste. Pour la première fois, un documentaire retrace l'histoire de ce syndicat étudiant en partant de la manifestation du 11 novembre 1940, en passant par la guerre d'Algérie, mai 68 et le CPE. L'UNEF et la Fronde étudiante,
vendredi à 16h45 sur Public Sénat. Vous êtes plutôt Hulot ou vous êtes plutôt Joly? Voilà. Alors, moi je suis plutôt pour Nicolas Joly. La formule est amusante, mais elle résume très bien le casse-tête des écolos dans le choix de leur candidat pour la présidentielle. Nicolas Hulot et Eva Joly ont des atouts et des faiblesses complémentaires. Aujourd'hui, chacun fait campagne dans son style. Deux styles qui dénotent dans le paysage politique. Alors lequel est le plus en phase avec les écologistes, voire avec leurs électeurs? Et pourquoi les écolos ont-ils autant de mal à trouver leur candidat, quoi qu'ils ne sont pas les seuls? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les deux prétendants au maillot vert, avec nous 4 invités. Daniel Bois, politologue au CEVIPOF et spécialiste des écologistes. Erwan Lecoeur, sociologue et auteur de ce livre, Des écologistes en politique, aux éditions Ligne de repère, où vous analysez les spécificités des Verts dans leur manière de faire de la politique. On va voir qui en a pas mal. Philippe Lenschener, communicant et fondateur de l'agence Value, pour décrypter la communication parfois iconoclaste de nos deux candidats. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par analyser une des spécificités d'Eva Joly, à savoir son style un brin dilettant. Du moins, c'est comme ça qu'il nous est apparu depuis 2010, lorsqu'elle a été courtisée, cherchée par Daniel Cohn-Bendit pour figurer sur sa liste aux européennes. Oui, moi je suis très heureuse et très contente dans mes nouvelles fonctions. Je découvre un peu tard dans ma vie le bonheur de la militance, de militer, d'avoir des projets, de participer à la vie démocratique. C'est comme tout dans ma vie à peu près, c'est-à-dire, moi je dis que je reçois ce que la vie me donne d'une certaine façon. Je suis prête, mais je ne sollicite pas, je ne cherche pas. Et là, c'est la politique qui est venue à moi. Un côté épicurien un peu déroutant au regard des discours sur l'engagement que tiennent habituellement les politiques. À l'entendre, on dirait un peu la princesse d'un conte de fées, une princesse choisie par le prince Dany, et puis une princesse un peu touche-à-tout qui sort même un roman politico-financier en pleine campagne pour les primaires écolos. On écoute. Vous savez qu'il y en a un certain nombre qui vont dire Eva Joly, elle ferait mieux de se mettre à jour sur ses dossiers environnementaux. C'est pas un écrivain ou un procureur main propre qu'on doit choisir, mais un ou une candidate à la présidentielle. Je pense qu'on le dit de moins en moins. Je pense que je pris position et que je porte haut et fort le combat écologique. Mais là, vous revenez sur les dossiers qui vous ont fait connaître et qui sont ceux de la corruption, de l'argent sale. Mais ça, c'est un projet que j'avais depuis plusieurs années et que je menais à bout, comme je mène à bout tous mes projets. Bon, et donc vous serez à la fois en campagne sur le terrain avec ce roman et ce polar que vous allez promouvoir. Oui, je fais la promotion de ce roman pendant quelques jours et puis la campagne continue. Ce qui est frappant, c'est ce petit côté un peu indocile, un peu